Très bien, bonjour à tous. Nous vous remercions d'être présents en salle et aussi, bien entendu, derrière vos ordinateurs pour ce dernier Midi Minatech de 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Vidal du CNRS qui va nous parler des contraintes ressources minérales énergie dans un monde en transition. Alors, comme vous le savez, la transition énergétique nécessite d'avoir de nouvelles infrastructures pour produire, stocker, transporter et utiliser l'énergie. Et bien entendu, ça consomme de nombreuses matières premières, qu'elles soient de base ou des terres rares. Et pour extraire ceci, il faut de l'énergie. Donc, on voit très bien la liaison énergie et matières premières. Et Olivier va nous montrer en quoi la modélisation dynamique permet de mieux comprendre le couplage entre les réserves production primaire et le recyclage économie d'énergie. Toujours la question extraction-recyclage. Et surtout comparer les scénarios des différents scénarios énergétiques mondiaux. Merci bien. À toi, Olivier. Merci. Et là, oui. Très bien. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre, effectivement, pour vous parler de contraintes en ressources minérales et énergie dans un monde en transition. Donc, il y a au moins deux types de transition. Une transition économique, avec l'émergence économique de pays très peuplés, et qui peut être très rapide. On l'a vu dans le cas de la Chine depuis, on va dire, la fin des années 90. Et ça rebat un peu les cartes. Et puis également une transition, je dirais, technologique, et notamment dans le cadre de l'énergie, on veut adapter notre infrastructure à la fois de production et également de consommation d'énergie pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Il y a d'autres transitions, des transitions numériques, etc. Et tout ça consomme bien sûr de l'énergie et des matières premières. Donc c'est ce dont je vais vous parler. Ma contribution personnelle sur ce genre de sujet, c'est de développer des modèles dynamiques, des séries d'équations différentielles qui permettent de reproduire une évolution passée depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui en termes de consommation de matière, d'énergie, d'évolution de PIB, de population, etc. On va en parler. Voilà. Et puis, bon, c'est un sujet quand même qui fait écho à une actualité assez récente, où on voit une explosion du prix des matières premières et des tensions assez importantes, ou un déséquilibre plutôt entre la demande et l'offre, suite à la crise du Covid, où on a eu une diminution des capacités de production, et puis une réactivation du système économique rapide avec une demande forte. Et donc, ce déséquilibre est reflété dans l'évolution des prix récentes. Donc, la question, c'est de savoir si c'est uniquement conjoncturel ou s'il y a aussi un signal long terme, on va dire, dans ces évolutions de prix qui serait plutôt systémique. Et c'est ce dont je vais parler. Donc, en guise d'introduction, je montre ici l'évolution de la population mondiale et d'un indicateur de l'activité économique et de la prospérité des sociétés humaines, le PIB. Donc, on voit des tendances évidemment, enfin c'est pas nouveau, vous savez déjà ça, des tendances qui sont quasiment exponentielles, au moins jusqu'au début des années 2000. Quand on a ces évolutions, on s'attend à avoir des mêmes évolutions de la quantité d'énergie utilisée et puis également des ressources fossiles minérales utilisées. Donc ici, vous avez 4 métaux. Vous voyez l'aluminium. On a doublé la consommation d'aluminium sur ces 20 dernières années. Et évidemment, la question qui se pose, qui n'est pas nouvelle, qui a émergé de manière récurrente depuis les années 70, c'est le futur. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on doit continuer sur ces tendances haussières? Et sachant qu'on habite sur un monde quand même avec des frontières finies et que les ressources fossiles, par définition, ne sont pas renouvelables, si on doit continuer, eh bien, est-ce que l'approvisionnement ou la disponibilité des ressources et de l'énergie sera suffisante pour accompagner cette évolution? Alors, pour répondre à ces questions, on comprend bien qu'il va falloir regarder plusieurs choses et notamment toutes ces facettes-là, population, un marqueur économique, l'énergie et les ressources minérales de manière couplée. Alors les ressources, c'est plutôt l'évolution de cette consommation d'énergie fossile a des effets délétères, qu'on connaît bien, une augmentation des gaz à effet de serre, augmentation de température surfacique des océans, acidification des océans, etc. Bon, vous connaissez tous cela très bien. Les matières premières
sont importantes, hein, ont un impact significatif dans ces choses-là. La production de ciment, d'acier, d'aluminium et de cuivre est responsable de 35% de la consommation d'énergie de l'industrie au niveau mondial. 50% des émissions de CO2 également du secteur industriel. Et pour essayer de mitiger un peu ces impacts, les accords de Paris, je rappelle, prévoient une incorporation de 30% de renouvelables dans le mix énergétique au niveau mondial et l'atteinte de la neutralité carbone dans la seconde moitié du siècle. Et ça implique deux choses. D'une part, de remplacer en une quarantaine d'années l'infrastructure à la fois de production, de distribution, de stockage et d'utilisation de l'énergie fossile actuelle par une nouvelle infrastructure, et puis de remplacer également une énergie de stock, hein, les hydrocarbures, qui sont des énergies de haute densité énergétique, de haute qualité, facilement transformables, transportables et stockables, par des énergies de flux. Qui ont deux inconvénients principaux. Le premier étant l'intermittence. Hein. Bon, on sait bien que quand il fait nuit, on ne produit pas d'électricité avec un panneau photovoltaïque. Mais également, un autre inconvénient, c'est le caractère dilué de ces énergies. Il y a beaucoup d'énergie solaire qui arrive sur la Terre, mais pour la transformer en une énergie utilisable, c'est pas si simple que ça, parce que ce rayonnement solaire est assez dilué. Et donc, pour récupérer cette énergie renouvelable et la transformer en une énergie utilisable, eh ben, il faut de grandes infrastructures. Un exemple ici, une éolienne offshore de 6 mégawatts. Cette éolienne fait presque 200 mètres de haut. Elle contient 1500 tonnes d'acier et environ, on va dire, entre 500 kilos et une tonne de terres rares dans un aimant permanent, principalement du néodyme, mais aussi des terres rares beaucoup plus rares comme le dysprosium. Mais si nous restons sur l'acier, de 1500 tonnes d'acier pour 6 mégawatts de puissance, ça nous fait une intensité acier de 250 tonnes par mégawatt, ce qui est supérieur et significativement supérieur aux intensités acier d'autres modes de production d'électricité utilisant soit des carburants fossiles, soit nucléaires. Alors, cette observation d'une intensité matière supérieure, on peut la faire pour quasiment tous les métaux qui sont utilisés dans ces technologies de production d'électricité à des degrés divers. Hein, et si on passe maintenant non plus en puissance, mais en énergie, hein, en tonnes par mégawattheure, en moyenne, on peut dire que l'intensité matière des technologies de production d'électricité en utilisant des sources renouvelables est de 5 à 10 fois supérieure à celle des centrales classiques. Donc, ce constat nous dit qu'à même niveau de consommation d'énergie, la transition et le remplacement ou la transition vers des énergies renouvelables va engendrer nécessairement une surconsommation de métaux avec les technologies actuelles, hein, bien sûr. Et il faut beaucoup d'énergie, comme je l'ai dit au début, hein, pour produire ces métaux. Donc une surconsommation de métaux et d'énergie avant de gagner ensuite, évidemment, une fois que la transition énergétique est effectuée. Mais la question qui se pose immédiatement, c'est combien? Beaucoup, mais il faudrait avoir un chiffre là-dessus. Et surtout, est-ce que cette surconsommation de métaux pourrait éventuellement devenir une limite à notre capacité à effectuer la transition énergétique? Alors, pour répondre à ces questions-là, on ne peut pas se contenter d'un calcul, de règle de 3 et d'un calcul de coin de table. Typiquement, les besoins en matière et en énergie, c'est un problème de stock et de flux. Donc, on est obligé d'avoir des modèles dynamiques qui sont un peu plus évolués et que je vais essayer de montrer très brièvement sur cette image. Les premières éoliennes, les premiers panneaux solaires, etc., qui sont implantés, viennent en addition de l'infrastructure existante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un remplacement pièce par pièce, on ne va pas remplacer une centrale à charbon par un parc d'éoliennes. Hein. On va construire le parc d'éoliennes et éventuellement, après, on arrêtera la centrale à charbon. Donc ça veut dire quoi? Si ça vient en addition de l'existant, ça veut dire que tous les matériaux qui rentrent dans cette infrastructure qu'on commence à construire seront des matériaux primaires. Primaires, ça veut dire qu'ils viennent de la mine. Et puis au bout d'un certain temps, qui correspond à la durée de vie des installations qu'on est en train de mettre
mettre en place, eh bien, il va falloir les remplacer. La durée de vie d'une éolienne ou d'un panneau solaire, grosso modo, c'est une vingtaine d'années, hein, ce qui est la moitié de celle d'une centrale thermique classique. Au bout de 20 ans, les premières éoliennes qu'on a implantées vont rejoindre un stock de produits en fin de vie, une case d'éoliennes, et on va pouvoir recycler la matière, en tous les cas les métaux, à partir de ces produits en fin de vie. Donc là, on rentre dans une boucle vertueuse, hein, du recyclage, mais on ne sait pas recycler à 100%. À chaque fois, on va avoir une perte qui va dépendre du taux de collecte des métaux et de leur taux de recyclage vrai. Et donc, il va falloir compenser cette perte, hein, que l'on a à chaque boucle de recyclage par une arrivée de métal primaire. Et ça nous dit quoi? Mais ça nous dit que si on regarde que l'infrastructure qu'on est en train de construire au cours du temps, hein, les scénarios de transition énergétique nous proposent des évolutions d'infrastructures, eh bien, on va louper toutes ces pertes et donc on va largement sous-estimer la quantité de matières primaires dont on a besoin et qui doit compenser évidemment les pertes du système. Voilà. Donc, en utilisant un petit système simple, hein, comme ça, un petit modèle simple comme ça, avec les intensités matières dont j'ai parlé précédemment, en combinant les deux, on va pouvoir calculer les quantités cumulées de matière dont on a besoin au cours du temps pour différents scénarios de transition énergétique, hein, qui prévoient différents niveaux de développement et d'incorporation de renouvelables. Donc j'en montre deux ici de scénarios. Le scénario RTS, Reference Technology, qui a été publié par l'IEA en 2017. Donc ce scénario respecte les accords de Paris, puisqu'on voit qu'en 2050, on a bien 30% d'incorporation de renouvelables, l'engagement des parties de la COP 21. Hein. On garde des fossiles quand même, et puis le nucléaire reste relativement stable. Actuellement, on est sur le point jaune ici. Le deuxième scénario que je montre ici, scénario B2DS, Beyond 2 Degrees, vise à rester sur, comme son nom l'indique, des réchauffements globaux inférieurs à 2 degrés. Et là, vous voyez que en termes de renouvelables, c'est beaucoup plus ambitieux. Hein, on monte à quasiment 75%. Les fossiles diminuent très significativement et le nucléaire augmente un peu. Bon, pour ces deux scénarios, les quantités de cuivre, de fer et d'aluminium dont on a besoin au cours du temps, c'est des quantités cumulées. Alors attention, hein, les échelles sont différentes ici, hein, ce qui explique que le cuivre est au-dessus de l'acier. Mais vous voyez la tendance générale. Cette tendance générale, c'est une augmentation de la quantité de métal que l'on doit réserver pour la production d'électricité très significative. Elle est 2 fois supérieure dans le cas d'un scénario très ambitieux où on a une incorporation de renouvelables très importante. Je montre ici le point jaune ici, c'est une année de production de cuivre au niveau mondial. Donc en 2020, hein, on doit être à peu près à 25 millions de tonnes de cuivre par an. Et vous voyez que la quantité dont on a besoin pour atteindre 2050 représente 2 années de production actuelle mondiale de cuivre qu'on va réserver pour le secteur de production d'électricité, qui est un secteur significatif, mais il y a plein d'autres applications, hein, utilisations de cuivre. Donc, juste pour la production d'électricité, il faudra réserver 2 années de production. Ici, c'est 4 années de production. Donc, ça commence à être très significatif. Et je répète, c'est que pour la production d'électricité. Or, la chaîne de l'énergie, c'est pas seulement la production d'électricité qui est représentée ici. Hein, la chaîne de l'énergie, elle va de la gauche vers la droite. Ici, on part des énergies primaires, donc environ 600 hexajoules au niveau mondial actuellement, avec différents vecteurs, à la fois des hydrocarbures, mais également les renouvelables, le nucléaire. Ensuite, on transforme cette énergie primaire dans des raffineries et dans des stations de production d'électricité. Là, les pertes sont de l'ordre de 50% si on utilise des hydrocarbures en entrée ou du charbon, hein, 50% sous forme d'effet Joule. Donc, c'est de la chaleur qui est perdue. Au niveau des raffineries, on est à peu près à 10%. Et une fois qu'on a transformé cette énergie, eh bien, on a une énergie utilisable qui est évidemment moins élevée que l'énergie primaire à cause de ces pertes. Cette énergie est utilisée par 3 secteurs principaux, l'industrie, le transport et la construction. Au niveau mondial, c'est à peu près un tiers actuellement.
Donc clairement, si on veut travailler sur la transition énergétique, on ne peut pas se contenter de regarder uniquement la production d'électricité. Il va falloir également travailler sur les utilisations, la manière dont on utilise l'énergie en fin de chaîne. Un exemple ici, si on veut remplacer un parc actuel de la flotte actuelle de véhicules personnels, qui est de l'ordre de 1,5 milliard de voitures, hein, au niveau mondial, par des véhicules électriques, eh ben, évidemment, il va falloir changer complètement le système, à la fois de motorisation, mais aussi de stockage d'électricité, donc mettre d'autres batteries, mettre des bornes de recharge, etc. Alors, dans le cas des véhicules électriques, un véhicule électrique contient à peu près 80 kg de cuivre par véhicule. Un véhicule thermique actuel en contient 20. Donc, vous voyez que ne serait-ce que pour le cuivre, on multiplie par 4. On a une dizaine de kilos à chaque fois bon, ça dépend des technologies, mais si on prend une batterie lithium-ion classique, on va avoir une dizaine de kilos de cobalt, une dizaine de kilos de nickel, du manganèse, du graphite, etc., hein, tous ces éléments-là. Donc, clairement, le passage va être important en termes de consommation de métaux. Je montre ici pour les deux scénarios RTS et B2DS, hein, dont j'ai parlé précédemment. Donc, dans le scénario B2DS, vous voyez qu'on a une très très forte incorporation de véhicules électriques, ici en gris, alors qu'elle est beaucoup plus modeste dans ce scénario-là. Bon, je prends juste l'exemple du cobalt, hein, qui est utilisé dans les électrodes des batteries lithium, de certaines batteries lithium-ion. Dans le scénario RTS, ici, où on a peu de véhicules électriques, ben, on a environ 3 millions de cobalt qui doit être extrait en 2060. On monte à 15 millions dans ce scénario-là. Alors que les réserves connues de cobalt en 2020 sont de l'ordre de 7 millions de tonnes. Donc on voit déjà que là, on a c'est pas forcément une inquiétude parce que les réserves ne sont pas statiques, mais quand même, on voit bien les tendances à la consommation qui deviennent très importantes. Maintenant, si on ne regarde pas uniquement l'infrastructure, mais vraiment la quantité de métal primaire qu'on doit produire, hein, en faisant l'hypothèse d'un taux de recyclage de 30% actuellement qui monte à 50% en 2050, c'est pas très optimiste, mais enfin bon, c'est à peu près réaliste. Une batterie, une durée de vie de batterie de 10 ans, eh bien vous voyez que dans le pire des cas, on monte à 32 millions de tonnes ici de cobalt qui doit être produit pour les 40 prochaines années, quoi. Sachant que, encore une fois, les réserves sont beaucoup plus faibles. Si on passe maintenant en consommation annuelle, on produit à peu près, on va dire un peu moins de 150 000 tonnes de cobalt par an au niveau mondial actuellement. Il va falloir monter les capacités de production à 500 000 tonnes dans le scénario le moins exigeant et on va dire 2 millions de tonnes dans le scénario le plus exigeant. Donc clairement, les technologies actuelles, mais elles vont changer, mais les technologies actuelles de batteries, notamment lithium-ion, ne sont pas durables et en tous les cas ne sont pas compatibles avec ce genre de scénario très ambitieux de transition énergétique. Et il va falloir faire quelque chose. Alors là-dessus, vous voyez que dans les deux cas, on a quand même une augmentation de la consommation. Et en fait, il y a deux facteurs qui jouent. Il y a le facteur technologique ici, où on met beaucoup de batteries lithium-ion, mais il y a aussi une augmentation qui est due simplement à l'augmentation du PIB moyen et de la population. Et ça, c'est quel que soit le scénario technologique que vous envisagez, de toute façon, on va avoir une augmentation parce que on augmente la richesse et donc on augmente la consommation par habitant et en plus, on augmente le nombre d'habitants. Et je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce qu'on oublie un peu souvent dans les scénarios de transition énergétique de travailler là-dessus de manière fine. Le principal moteur de la consommation au niveau mondial, mais au niveau des régions aussi, c'est l'évolution de la population et du PIB. Et ce que l'on voit quand on regarde l'évolution des pays actuellement développés, là c'est la consommation en cuivre par habitant par an en fonction du
PIB, donc du niveau de richesse, on va dire, des habitants, enfin du PIB par habitant. Donc, quand on est en dessous de 15 ou 20 000 dollars de PIB par habitant, on a une croissance très très forte, quasiment exponentielle au début, et puis ensuite un point d'inflexion, et on arrive sur un seuil de saturation quand on atteint environ 20 000 dollars de PIB par habitant. Donc ça, c'est une observation de l'évolution des pays actuellement riches, qu'on fait pour le cuivre, mais qu'on fait également pour l'aluminium, et puis qu'on peut faire pour l'acier aussi, avec éventuellement même une diminution dans le cas de l'acier quand que les pays deviennent très riches. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces évolutions, une évolution logistique, donc avec une asymptote ici, de la demande par habitant? En fait, ça se comprend assez facilement. Une fois que tout le monde est équipé, chaque personne a une voiture, il n'y a pas besoin d'en avoir 2 par habitant. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 machines à laver chez soi, il n'y a pas besoin, voilà. Alors, donc ça veut dire que ça nous indique que l'infrastructure qui nous entoure doit également évoluer en fonction du PIB par habitant. Et si vous regardez le nombre d'automobiles, par exemple, par habitant, en fonction du PIB par habitant, au niveau français, on atteint un seuil de saturation aux alentours de 0,7. Aux États-Unis, c'est plutôt 0,8. Dans d'autres pays, ça va être un petit peu différent, mais on a toujours cette même forme. Et si on dit que l'évolution française est peut-être utilisée pour caler l'évolution mondiale, au niveau mondial, on est moins riche, en moyenne, mais avec l'augmentation de PIB, on devrait suivre la même tendance. On peut faire la même chose pour les locomotives par habitant, pour les mètres carrés par habitant, pour les avions par habitant. Bon, vous avez compris l'idée générale. Cette idée générale qui nous dit qu'il y a un moment donné, on atteint quand même un seuil de saturation et que finalement, si on connaît ces tendances et qu'on connaît l'évolution future de la population, 11 milliards d'habitants ici en 2100, c'est les scénarios médians de l'UNEP, des Nations Unies, et qu'on fait des hypothèses d'évolution de PIB, on va pouvoir recalculer l'évolution de l'infrastructure de base qui nous entoure, donc le nombre, je répète, d'avions, de voitures, de trains, de bateaux, etc. Connaissant les intensités matières, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on a dans chaque type d'infrastructure, on va pouvoir recalculer à nouveau une évolution de la quantité cumulée de matière dont on a besoin. Donc là, ça doit être le béton, où vous avez en bleu la construction, en rouge l'énergie, et puis en vert le transport. Et en dérivant ce stock, on a le flux annuel. Donc on a la quantité annuelle de métal que l'on doit produire. Et on peut faire ça par région. Donc, on a découpé le monde en 10 régions principales et en travaillant sur chaque région et en additionnant les besoins, on a une idée de la demande mondiale. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des pays développés, on a toujours la même géométrie, avec, je répète, une forte augmentation durant l'émergence économique. Donc, dans les pays actuellement développés, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où on a une construction et une reconstruction à faire. Et puis, dans le cas des États-Unis, quand on arrive dans les années 80, on commence à atteindre le taux de saturation. Donc, ça, c'est pour le cuivre. C'est un exemple pour le cuivre. Le point jaune marque la date actuelle. On observe les mêmes évolutions, un peu décalées dans le temps, en Europe, où la saturation arrive en 2010-2020, en France, dans les années 90. Et on observe évidemment une image complètement différente dans les pays en voie de développement. Dans le cas chinois, on a eu une augmentation absolument vertigineuse de la quantité de matière utilisée, avec un facteur 10 entre le début des années 2000 et actuellement. Cette tendance devrait se poursuivre. Bon, c'est ce que nous disent nos modèles pour on va dire la décennie future ou les 2 décennies futures, avant de redescendre pour atteindre au niveau de saturation à nouveau une espèce d'asymptote. Alors le cas de la Chine actuellement est vraiment symptomatique, mais on peut imaginer que demain l'Inde suive un chemin similaire et puis après-demain l'Afrique. Et finalement c'est la somme, je répète, de toutes ces régions qui va nous donner vraiment l'évolution globale pour différents scénarios. Bon là j'ai pris un scénario tendanciel. Alors cette demande
Donc on voit, elle dépend des régions, elle dépend des scénarios énergétiques, hein, j'en ai parlé au début de l'exposé. Dans le cas de la France, la capacité, enfin la quantité de cuivre dans les produits en fin de vie est marquée par cette courbe verte. La demande totale est marquée par la courbe bleue. Donc la différence nous donne finalement la quantité de cuivre qu'on doit amener dans le système chaque année, sous forme de matières premières primaires ou sous forme de déchets importés ou ce que vous voulez. Mais ça, c'est pour combler les pertes. Il faut 10 minutes. Bon, il faut que j'aille vite. Donc on est ici à 120 millions de tonnes. Si on prend un autre scénario avec beaucoup de véhicules électriques, par exemple, eh bien, on est à 500 millions de tonnes. Donc on multiplie les besoins par 5. Bon, ça dépend des matières premières. Hein. Dans certains cas, entre les scénarios, on va multiplier par 3 la demande. Pour le lithium-cobalt, par exemple, pour le nickel ou pour le cuivre, ça va être moins important. Et finalement, là où on en est actuellement, c'est quels sont les besoins? Beaucoup, mais ça dépend des scénarios. Et surtout, on a des besoins non seulement pour les métaux de haute technologie, donc vous entendez beaucoup parler, mais également pour les métaux de base. Alors, est-ce une limite à la transition? Pour répondre à cette question, il faut identifier les contraintes principales qui sont à la fois géologiques, technologiques, économiques et environnementales. Je reprends le cas du cuivre ici. L'évolution que l'on a vue tout à l'heure, c'est 70 millions de tonnes de cuivre à produire en 2100, alors qu'actuellement, on en produit une vingtaine de millions de tonnes. Si on intègre ça, donc les besoins cumulés, jusqu'à présent, depuis l'Antiquité jusqu'à présent, on a produit à peu près 600 millions de tonnes de cuivre. Si on continue sur cette tendance, eh bien, il faudra en produire la même quantité dans les 30 prochaines années. C'est-à-dire, dans les 30 prochaines années, il faudra produire autant de cuivre qu'on en a produit depuis l'aube de l'humanité. Si on veut aller jusqu'en 2100, il faut rajouter à nouveau 2 milliards. Et là, on atteint des niveaux qui sont absolument énormes. Et pour illustrer ça, je vous montre ici la mine une mine de cuivre, c'est la mine de Kennecott en Utah, qui est une mine de cuivre historique. Fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Les petits points ici, c'est ces énormes trucks qui sont utilisés dans les mines à ciel ouvert. Donc vous voyez à peu près le gigantisme de ce genre d'opération. J'ai choisi cet exemple parce que en 100 ans d'activité sur cette mine, on a extrait l'équivalent d'une année de consommation actuelle, hein, une vingtaine de millions de tonnes de cuivre. Bon, ce que nous disent les projections, c'est qu'il faudra produire 44 mines de ce type-là en 30 ans. Pour les 30 prochaines années. 130 en 80 ans, et puis le monde, il s'arrête pas à la fin du siècle, hein, il faudra continuer, etc. Donc, c'est des chiffres quand même qui sont assez vertigineux, mais qui ont aussi d'autres impacts. La demande en cuivre jusqu'en 2050, ici, représente 200 km3 d'eau, soit l'équivalent de 2 fois le lac Léman. Ça correspond à 1 litre d'eau par personne par jour. Hein, et on parle juste du cuivre, là, évidemment. Le cuivre, c'est 20 millions de tonnes par an. L'aluminium, c'est 90 millions de tonnes. L'acier, c'est 1500 millions de tonnes. Donc, vous voyez, quand vous additionnez tout ça, ça fait beaucoup d'eau, ça fait beaucoup d'impacts environnementaux. Et je pense que c'est la première limite majeure, les impacts environnementaux. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet et vous verrez plein d'exemples d'opposition à la mine. Il y a un exemple ici qui est assez emblématique, le Salvador, qui a interdit l'extraction minière sur son territoire en 2017, suite à des pollutions d'eau de surface très importante. Donc ça, c'est vraiment le stade extrême. Et ça, évidemment, ça suit une opposition sociale, locale à l'extraction, qui est traduite ensuite en activité politique, enfin en décision politique. La deuxième raison, évidemment, c'est l'épuisement possible des réserves. Hein. Je montre ici un exemple où ça, c'est les prévisions de nos collègues australiens en extraction de cuivre. Ils sont très pessimistes, hein, un pic de production dans les années maintenant, et puis une diminution jusqu'à 0 à la fin du siècle. Pourquoi? Il est légitime de se poser la question parce que si on regarde l'évolution des réserves de cuivre au cours du temps, en 1900, on avait 25 millions de tonnes de réserves. Actuellement, on en a plus de 700 millions de tonnes, alors que la production, dans le même temps, a augmenté. Donc, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais on a une augmentation des réserves avec l'augmentation de la production. Et ça s'explique de manière assez simple. C'est que la qualité des gisements qu'on exploite diminue au cours du temps. On exploitait du cuivre de gisements qui en contenaient 3% en 1900. Actuellement, on est à moins de 1% parce que ces gisements sont
ont été exploités, il n'en existe plus, et on va diminuer encore la concentration des gisements exploités. Or, la quantité de cuivre disponible dans la croûte terrestre augmente comme une loi log normale de la dilution. Ou de la concentration dans ces roches. Donc, on a très peu de roches qui contiennent beaucoup de cuivre concentré. On a beaucoup plus de roches qui contiennent peu de cuivre. Et puis, si on continue, on augmentera encore les réserves de la manière dont on les a augmentées jusqu'à présent. Sauf que, évidemment, pour extraire du cuivre de roches qui en contient des fifrelins, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, s'il faut beaucoup d'énergie, eh ben, le coût de production augmente et donc le prix augmente. Et on peut montrer que de manière purement thermodynamique, je vous montre ici le prix du cuivre depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, c'est la courbe grise, et la courbe noire, c'est les prédictions que l'on fait sur une base uniquement thermodynamique, où on recalcule la quantité d'énergie qu'il faut. Vous voyez que ça colle assez bien, bon, sauf sur cette période, je ne rentre pas dans le détail. Et si on continue dans le futur, eh ben, on peut faire deux hypothèses, que le prix de l'énergie restera constant, auquel cas le prix du cuivre va augmenter comme ça. Si le prix de l'énergie continue à augmenter de 2% par an, comme ça a été le cas depuis les années 80, eh bien, on aura une tendance haussière dans ce cas-là, montré par la courbe pointillée. On peut faire la même chose pour le platine, utilisé dans les packs, les électrolyseurs, le nickel, dans les batteries lithium-ion, etc. Les seuls métaux qui échappent à cette tendance haussière sont les métaux de base, l'acier, l'aluminium, le manganèse, etc., où on a peu de variation de la qualité des gisements au cours du temps. Alors, le prix de l'énergie est important aussi, évidemment. Si on prend un scénario RTS où on continue à augmenter la consommation d'hydrocarbures, ou un scénario B2DS où on a une forte chute de la consommation en hydrocarbures, eh bien, les variations de prix sont indiquées ici. Vous avez le prix historique ici en bleu, et puis le résultat de nos modèles, et on voit qu'on arrive à, on va dire, $150 le baril à la fin du siècle dans ce scénario-là, où on baisse la consommation et donc la vitesse à laquelle on dégrade les gisements, alors que si on continue sur cette tendance haussière, on est à $600 le baril de pétrole à la fin du siècle. Donc ça, évidemment, c'est une limite. Bon, 5 minutes encore, c'est bon? Alors, si la production primaire de métaux, je reviens à la production primaire, devient problématique, recyclons. J'ai pas parlé du recyclage jusqu'à présent. Et ce qu'on montre, c'est qu'il faut doubler le taux de recyclage, ici c'est le cuivre, d'ici 2100, pour suivre la demande telle que je l'ai estimée précédemment, c'est la courbe noire. Et dans ce cas-là, le cuivre recyclé devient la première source de cuivre, on va dire, au milieu du siècle. L'autre avantage, évidemment, c'est que le recyclage est beaucoup moins énergivore que la production primaire. Mais le problème du recyclage, c'est son coût doit être compétitif par rapport à la production primaire. Le recyclage, son coût de production est proportionnel à une entropie de mélange, c'est-à-dire que si on fait des produits qui contiennent de plus en plus de phases et de plus en plus diluées, eh bien, on augmente très fort cette entropie de mélange, donc l'énergie pour recycler et donc le coût de production. Et il y a un moment donné où on n'est plus compétitif avec la production primaire. Voilà, la dernière limite qui me semble très importante à mentionner ici, je suis désolé, on est un peu pris par le temps, et concernant le recyclage, c'est la proportion de métal recyclé au niveau mondial qui va dépendre de la quantité de produits en fin de vie disponibles. Alors là, on a deux situations qui sont complètement différentes. La situation d'un pays en voie de développement qui n'a rien à recycler parce qu'il n'avait pas d'infrastructure 20 ou 30 ans avant. Le cas de la Chine, vous avez ici la courbe noire, c'est la demande qui est estimée. En gris, c'est la demande observée. Et vous voyez que cette courbe noire est la somme d'une production primaire et d'une production recyclée. Ici, en 2020, la capacité de recyclage est très faible, simplement parce qu'il n'y a rien à recycler en Chine. Ça viendra, le recyclage va évoluer quand on arrivera
va dire en 2050. D'ici là, elle ne peut se reposer que sur le primaire. En Europe, la situation est complètement différente. Vous voyez que la quantité d'acier que l'on peut recycler peut quasiment satisfaire la demande, et donc on n'a besoin de quasiment pas de primaire parce que on a la capacité de recycler une infrastructure qui était déjà présente quelques années avant. Et ça explique pourquoi la Chine, et c'est une autre contrainte, qui est une contrainte géopolitique, va chercher ses matières premières ailleurs, puisqu'elle a besoin de tellement de matières premières primaires que les gisements sur place ne sont pas forcément disponibles. Sur cette carte de l'Afrique, chaque pays en couleur correspond à un pays où la Chine a des droits, soit dans l'industrie minière, soit dans l'industrie hydrocarbures, ou dans les deux. Et vous voyez que toute la Chine est couverte par un patch de couleurs, avec des échanges commerciaux qui étaient de l'ordre de 200 milliards de dollars en 2013 sur le marché des matières premières entre la Chine et l'Afrique, et puis un réinvestissement chinois, bien sûr, sous forme d'une infrastructure, donc une relation vraiment coloniale, acceptée, bien sûr, au niveau de l'Afrique. Et ce qu'on voit au niveau de l'Afrique, on le voit dans plein d'autres pays. Donc là, on a une dimension géopolitique qui est très, très importante. La dernière contrainte, c'est le PIB. On est capable, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'utiliser une évolution de PIB de population pour calculer une infrastructure et puis après de l'énergie, mais on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire utiliser des scénarios de l'énergie pour recalculer un PIB. Et dans ce cas-là, pour les deux scénarios dont j'ai parlé précédemment, le scénario RTS, on a une augmentation du PIB qui est dans la lignée des évolutions historiques. Par contre, pour le scénario B2DS, voilà, on a une diminution du PIB. Ce qui n'est pas discuté de manière implicite dans les scénarios, mais c'est implicite quand on regarde les quantités d'énergie utilisées. Voilà, je m'arrête là pour ne pas dépasser trop le temps. Et je vous remercie de votre attention. Alors j'avais quand même une conclusion, donc peut-être je peux vous dire ma conclusion qui vient après ça. Voilà, juste. Donc la disponibilité future en ressources minérales, moi je pense que c'est un vrai sujet, et elle n'est pas seulement pour les métaux rares. On entend toujours parler des métaux rares, mais en fait les métaux qui portent vraiment des conséquences environnementales importantes, c'est les métaux de base, parce qu'ils sont produits en quantité beaucoup plus importante. La demande va continuer à croître jusqu'à la fin du siècle, et notamment avec l'émergence économique de pays pauvres à forte population, et puis l'utilisation de nouvelles technologies, à la fois dans l'énergie, mais dans le digital aussi. Un recyclage massif et efficace, c'est absolument nécessaire. Le prix de métaux et de l'énergie devrait croître sur le long terme, j'en suis persuadé. Alors ça va dépendre des scénarios, bien sûr, mais ça va amener des nouvelles contraintes au monde industriel, et il faudra faire avec. Les impacts environnementaux vont croître également. Il ne faut pas espérer qu'on puisse extraire beaucoup de métaux sans impact environnementaux. Et personnellement, moi, je ne vois pas comment on peut rester en dessous des 2 degrés sans une baisse, on va dire, significative du PIB par habitant au niveau mondial. Et ceux qui peuvent baisser, c'est les pays riches, bien sûr. Voilà. Merci. Merci Olivier, ça aurait été dommage de ne pas voir ces conclusions. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai arrêté le micro, peut-être. Allô? Oui, voilà. Excusez-moi, oui, j'avais arrêté le micro. Bon. Oui, donc ça aurait été dommage de se passer de ces conclusions, et nous allons passer aux questions. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il y a une question juste un peu plus loin. Bonjour, merci pour cet exposé très brillant. Je n'ai pas bien compris le dernier point. Celui-ci? Oui. Le PIB. Ouais. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que bon, je vous avais fait un truc sur le Covid, mais je veux dire là-dedans, c'est que si on prend des scénarios de l'énergie tels qu'ils sont publiés, que l'on traduit ça en infrastructure, en nombre de voitures, par exemple, etc., et que on utilise les évolutions logistiques dont j'ai parlé avant, qui nous donnent le PIB, normalement, on peut recalculer un PIB. Et dans un scénario de type B2DS, ici, avec une consommation d'énergie au niveau mondial qui baisse de 400 hexajoules, 450 hexajoules actuellement, à 360 hexajoules, donc on a une forte diminution de la quantité d'énergie utilisée, eh bien on arrive à des évolutions de PIB qui sont à la baisse. C'est-à-dire on devrait baisser, poursuivre ces tendances, ça voudrait dire qu'on baisse le PIB au cours du temps.
Alors, il faut être prudent avec ces estimations. Il faut être très, très prudent parce qu'on peut changer les usages, on peut changer plein de choses, la manière dont on utilise nos voitures, les trains, etc. On est bien d'accord. Ça, c'est des tendances historiques. Mais quand même, voilà. Et moi, je ne vois pas comment on peut baisser très significativement la consommation d'énergie sans altérer le PIB par habitant. Voilà. Merci. Est-ce que, oui, on prend une nouvelle question en salle. Alors, c'est de l'autre côté. Bah, de décroissance, ça dépend comment on mesure la décroissance. Mais si on la mesure en termes de PIB, oui. Oui, la question, c'était de bien préciser qu'on parle bien de décroissance dans le dernier point. Il y a des questions sur Internet? Mais ça peut vouloir dire aussi que ce scénario n'est pas réaliste et qu'on n'arrivera pas à le suivre parce que les gens n'accepteront pas ça. Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres scénarios que celui-là, mais qui ne sont pas compatibles avec un 2 degrés. Voilà une question sur Internet. Pensez-vous que le mouvement prônant la décroissance pourrait avoir un impact visible sur la demande de production? Je ne sais pas comment prendre la question. Le mouvement prônant la décroissance. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut devenir plus sobre, etc. Après, est-ce que c'est accompagné des faits? Je ne sais pas. Donc, je ne vois pas bien comment peut-être préciser la question. Ouais. On va passer une autre question le temps qu'elle soit précisée. Alors, la conclusion semble être que la croissance et la consommation actuelle nous projettent ENT violemment dans le mur. Une seule solution, la sobriété organisée. On retombe un peu d'ailleurs. Oui, mais ça dépend quelle est la fonction objective qu'on veut minimiser. La fonction objective, c'est-à-dire si le but c'est de minimiser nos émissions de CO2 uniquement, c'est pas la même chose que si on veut minimiser nos émissions de CO2 en gardant une évolution de PIB croissante. Il y a deux logiques qui s'opposent un peu. Aller vers un monde de sobriété, je pense que c'est tout à fait raisonnable et on peut le faire de différentes manières, notamment en améliorant l'efficacité énergétique ou l'efficacité de tout ce que l'on utilise, en augmentant l'intensité d'utilisation. C'est-à-dire une voiture, on ne va pas la changer au bout de 5 ans, mais on va la changer quand elle sera vraiment en fin de vie et qu'elle n'en pourra plus. Mais ça c'est possible, bien sûr, et il faut le faire, mais ça ne résout pas le problème d'une augmentation de PIB par habitant. Je veux dire, tout le système économique actuellement est basé sur la croissance. Et une des raisons, c'est qu'il faut qu'on rembourse une dette. Donc, rembourser une dette quand on est en décroissance, ça devient très difficile. Donc, si on veut rester dans un schéma en croissance et limiter les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il va falloir trouver un compromis. Un compromis entre différentes choses qui sont assez différentes. Et la décroissance n'est pas forcément à mon avis, n'est pas la solution. Il faut rester en croissance ou arriver à la stabilité. Et pour ça, il va falloir faire des efforts, mais je ne pense pas qu'il faut aller vers une décroissance, personnellement. Et pour plein de raisons. Mais une des raisons aussi, je peux continuer, et là, qui va vous paraître peut-être de la science-fiction, mais moi qui me semble importante, c'est le progrès scientifique permet de résoudre des grandes questions. Et on peut imaginer demain qu'on ait un système avec une très très forte incorporation de renouvelables où on va utiliser une énergie qui est extraterrestre, qui vient de l'extérieur du système, alors que jusqu'à présent on utilisait une énergie dans le système. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de limite d'approvisionnement en énergie, puisque ça vient de l'extérieur du système, on va pouvoir faire toutes les cochonneries qu'on veut. Il n'y aura plus de limite même à l'extraction de ressources et compagnie. Donc on peut se poser la question, est-ce que avoir une énergie illimitée, même renouvelable, qui vient de l'extérieur du système, c'est une bonne chose? Je ne sais pas.
Mais en tous les cas, si on s'arrête là, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est être capable aussi d'exporter nos poubelles à l'extérieur du système, éventuellement, et d'aller chercher non seulement l'énergie, mais aussi les matières premières. Pourquoi pas à l'extérieur du système, sur des astéroïdes ou je ne sais quoi. Ça, c'est du domaine de la science. Et je veux dire, alors pour le moment, c'est de la science-fiction, mais c'est quand même du domaine de la science. Et donc, il faut pas de décroissance scientifique. Et c'est ça la difficulté. C'est de maintenir une croissance et même une augmentation de nos connaissances sur certains sujets qui nous permettront de dépasser les limites actuelles éventuellement. La décroissance ne permettra jamais ça. Hein. Et c'est pour ça que la décroissance, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux, mais discutable. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une question. Et après, on reprendra les questions sur Internet. Alors, c'est toujours sur le sujet de la décroissance, indépendamment de la volonté ou pas qu'on a de décroissance, la décroissance semble n'être possible que dans les pays où on consomme beaucoup d'énergie. Or, il y a une partie de la planète qui en consomme pas beaucoup, qui veut en consommer plus, mais une autre partie de la planète qui en a pas du tout. Donc, est-ce que même quantitativement, même si les pays développés qui consomment beaucoup d'énergie entament un scénario de décroissance, est-ce que c'est quand même une solution ou est-ce que finalement ce sera, ou alors il faut qu'on arrête nous complètement de... Parce que c'est réaliste dans ce sens-là aussi, quoi. Oui, mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il faut pas, on a une vision de pays riches qui n'est pas forcément la vision des pays en voie de développement, voire des pays pauvres, qui eux veulent simplement un système de santé à peu près correct et manger tous les jours. Donc là, ce que montrent nos modèles, c'est que les pays riches ont un rôle à jouer, hein, c'est-à-dire ils doivent stabiliser, en tous les cas, ils doivent pas absolument viser une croissance dans la lignée des tendances historiques. On doit arriver vers une stabilité et on voit bien qu'on y arrive, notamment pour la consommation de matières premières, hein, où on est en saturation. Faire la même chose pour l'énergie, éviter les gadgets, améliorer l'efficacité, ça c'est très bien. Mais ça ne suffira pas. Enfin, je veux dire, même si on fait ça, on aura toujours une augmentation de la consommation qui est due, comme vous le dites, à l'émergence des pays très peuplés et actuellement très pauvres. Donc, il faut composer avec ça. Il faut faire des efforts parce qu'on peut les faire. Pas aller complètement en décroissance, mais en tous les cas se stabiliser. Et puis le reste, ben, on verra. On composera au fur et à mesure. Merci. Est-ce qu'il y a une question sur Internet? Comment prendre en compte les substitutions entre matériaux? Oui. Et les matériaux 2D peuvent-ils réduire les besoins matériaux? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, la substitution, c'est quelque chose qui est très important. Il y a plusieurs types de substitution. Hein. Substituer un métal par un autre, je sais pas moi, l'aluminium par le cuivre, par exemple. Alors, on peut le faire dans les lignes aériennes haute tension, mais enfin, on peut pas le faire dans les lignes enterrées. Donc, il y a quand même des limites, mais ça, c'est la première. Et puis, il y a d'autres types de substitutions qui sont des substitutions de fonctionnalité. Et par exemple, revenir à des lève-vitres électriques dans les voitures qui soient manuelles plutôt qu'avec un moteur, c'est une forme de substitution et qui a un sens. Hein. Donc, éviter de mettre des petits moteurs électriques partout où on peut s'en passer. Voilà. Et puis après, il y a donc pour la première, les substitutions de matériaux par d'autres. Ben en fait, ouais, la limite, elle est évidente. Les matériaux qu'on utilise actuellement ont quand même des propriétés très particulières et on les utilise pour ça. Donc trouver un autre matériau qui peut remplacer, c'est pas forcément idéal. Ce qu'on sait faire, c'est dans le cas des avions, par exemple, où on a des avions actuellement, les dernières générations d'avions contiennent 50% de composite, alors qu'il y a 15 ans, on était à 70% d'aluminium. Donc ça, c'est des types de substitutions qui sont encore possibles, qui améliorent l'efficacité. Est-ce que les composites sont moins impactants que l'aluminium? Je ne sais pas, honnêtement, mais c'est une question qu'il faut poser. Voilà. Donc oui, la substitution a clairement un rôle à jouer, mais elle n'est pas toujours possible. Il y avait une question sur les matériaux 2D.
Alors, je sais pas ce que c'est, mais avec comme, des imprimantes. oui, Oui. je passe quelque part comme il y a Oui. une conférence. Alors oui, bien sûr, les imprimantes 3D, ça peut être très intéressant parce que ça limite les pertes, hein, notamment les pertes d'usinage. Bon, d'un autre côté, les pertes d'usinage, elles sont recyclées. C'est-à-dire, si on regarde dans le cas de l'aluminium, par exemple, pour faire une aile d'avion, on part d'un lingot et puis on usine là-dedans. Il y a beaucoup de pertes, mais c'est pas des vraies pertes puisque ça c'est recyclé. Donc en fait, c'est une quantité d'énergie additionnelle avant d'utiliser la matière finalement. Alors oui, l'imprimante 3D, certainement, ça peut être très très intéressant, mais je suis pas très calé là-dessus, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Simplement un dernier point qui m'a vraiment marqué quand on parlait recyclage, en disant la Chine, elle ne peut pas recycler parce que finalement, elle n'a pas d'historique. Au moins pour les matières. Oui, non, mais c'est vrai que c'est des points sur lesquels on n'est pas toujours sensible. C'est vrai, nos pays développés, on a de la matière à recycler et les pays en voie de développement, finalement. Oui. Alors, elle importe, hein, elle apporte beaucoup de déchets, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Très bien, nous vous remercions tous. Nous vous souhaitons de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille et puis en adoptant les gestes barrières. Et puis donc le prochain Midi Minatech sera début février, je crois le 4 février. Hein, on espère tous se retrouver. Et on remercie encore une fois Olivier pour sa présentation.